Merci à vous tous d'être venus aussi, malgré le temps magnifique. Donc j'ai la lourde responsabilité de vous parler un petit peu de la transition et de ce qui se dessine déjà aujourd'hui, dans quoi ça s'inscrit et vers où ça va. C'est un sacré programme, hein. Bon, et heureusement, je suis pas le seul à en parler. Juste pour savoir un petit peu, petit sondage, je sais qu'il y a des gens de Solaris, Suisse et France ici. Est-ce que vous pouvez lever la main que je vois à peu près la proportion? Ouais, c'est une secte, il n'y a pas de problème. C'est bien ce que je pensais, ouais. Bon, alors, j'expliquerai quand même ce que c'est pour les autres, hein, voilà. Je vais rien vous apprendre en vous disant quand même qu'il y a une transition qui est déjà à l'œuvre et elle a plusieurs directions possibles. Bon, il y en a qui sont plutôt anxiogènes face à la direction actuelle visible dans le monde. Il y en a qui sont beaucoup plus confiants parce qu'ils sentent bien que malgré les apparences, c'est autre chose qui va se passer. On va donc essayer de parler d'un peu de tout ça. Bon, et faire rapidement le passage sur la partie anxiogène parce que vous l'avez déjà à peu près tous vu, évalué et mesuré, c'est pas la peine d'en rajouter des couches. Mais effectivement, on est vraiment à la croisée des chemins. Euh, Soit on va vers une société totalement dystopique, qui est en train de se dessiner gentiment, surtout en Occident, mais pas que en fait, hein, mais surtout en Occident, puisqu'on est quand même en Europe. Et encore, vous avez la chance en Suisse de ne pas être dans l'Union européenne, mais bon, vous en payez quand même, vous en payez un peu moins que nous les conséquences, mais vous les voyez quand même. Donc ça, on va sur cette dystopie-là, dont on a même du mal à comprendre comment on peut en sortir aujourd'hui quand on regarde la force de la tenaille qui se referme et les différentes forces, puissances qu'il y a au-dessus, derrière et à différents niveaux. Et pourtant, il y a une autre voie aussi possible qui se dessine, mais qui doit avoir un juste équilibre, une juste reliance ciel-terre, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Mais il faut qu'elle soit ancrée. Alors, face à tout ça, il y a un tas de gens, évidemment, qui ont eu des initiatives diverses et variées, qui ont fonctionné ou pas, qui fonctionnent toujours ou qui ont échoué. Il y a eu beaucoup de maladresse aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont peut-être un peu trop usé de l'espace médiatique avec beaucoup de naïveté et qui l'ont payé assez cher. Et puis il y en a un tas d'autres qui ont été un peu plus discrets et qui bossent. Voilà. Solaris est arrivé un peu dans ce contexte-là. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau d'entraide et de solidarité au départ, mais il y a beaucoup de choses périphériques autour. C'est né en septembre 2021, si je me souviens bien, à Rennes-le-Château, un petit village de la haute vallée de l'Aude, au pied des Pyrénées. J'ai initié les choses, mais j'ai été tout de suite aidé par un tas de gens autour de moi. Et puis on n'avait pas du tout prévu ce que ça allait devenir, parce qu'on avait fait un réseau d'entraide local. Mais c'est un endroit, Rennes-le-Château, où beaucoup de monde passe. Et lorsqu'on a fait cette première réunion, ben, il y avait des gens de passage. Et donc ça s'est répandu comme un feu de paille un peu partout en France. Et en très peu de temps, en quelques mois, on a estimé à peu près à 150 000 le nombre de gens qu'il y avait là. Et il y a 30 pays qui ont suivi le même chemin. Donc on s'est retrouvé avec un truc sur le dos. Ça a été un peu énorme. Il a fallu vraiment faire plus que ça pendant un certain temps pour aider tout le monde à comprendre le concept et à le mettre en place. Voilà. Et en plus, ça ne se décline pas de la même façon en Suède, en Nouvelle-Zélande ou en France, hein. Donc c'était assez rigolo à voir, les adaptations. Alors ça n'a pas pris partout, hein, ça a végété dans plein de pays, hein. Puis il y a des pays comme la Suisse ou la Belgique où ça a pas mal pris, et la France évidemment où ça a le plus pris. C'est souvent dans les pays francophones, hein, que ça a mieux marché. Et même dans les autres pays, c'est souvent des francophones qui l'ont créé aussi. Euh, donc le réseau était extrêmement, l'idée du réseau était extrêmement simple. On était, rappelez-vous, en France dans les périodes de confinement, de l'affaire ou plutôt l'opération Covid, on va dire. Opération montée de toutes pièces, mais qui a relativement bien marché un peu partout dans le monde et qui ont surtout qui ont fait peur à beaucoup de gens. Et en plus, on a séparé les gens. Surtout en France, il y a eu des confinements, les gens étaient bloqués chez eux. Ça a été très salutaire à l'arrivée, hein, mais sur le coup, ça n'a pas été facile. Et les gens, cette séparation leur a fait un mal fou, en fait. Et nous, quand on crée un réseau qui fait de la reliance, juste derrière ça, même si c'était pas prémédité, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu un afflux aussi. Avant tout, pour créer de la reliance humaine. Ce qui prouve bien que l'homme a besoin de l'autre quand même, hein. L'homme a besoin de cette reliance-là, de ce lien humain.
Donc le réseau est assez simple, mais il a un fonctionnement sur 3 axes euh, qui consiste à tout simplement recréer le monde qui a existé autrefois, mais qui n'existe plus. Donc il faut remettre des choses en place pour permettre cet avènement. Donc il y avait l'idée de créer des annuaires locaux pour tous les gens qui voulaient bien, dans lesquels ils mettaient leurs compétences, ils mettaient les matériels qu'ils pouvaient mettre à disposition du collectif en cas de besoin. Et tout ça restait très local et secret. Il n'y a jamais eu de liste, il n'y a jamais eu de base de données, rien, hein. Et surtout un système de maillage entre les cellules, sachant que alors le mot cellule vient du corps humain, parce que c'est un réseau complètement organique, calqué sur le fonctionnement de la nature et de l'organique. Donc ces cellules organiques humaines se sont créées partout dans les villages, les villes, les quartiers des villes, etc. Et donc chaque cellule a normalement son annuaire, et puis on a créé un système de maillage entre les cellules, tout simplement en demandant aux coordinateurs des cellules de connaître ceux des cellules d'à côté, et vice-versa, etc., etc. Et pareil pour les référents de l'annuaire. Ça permettait en fait de fonctionner comme un moteur de recherche sur Internet, c'est-à-dire que si un jour quelqu'un avait un besoin urgent, suite à un problème grave, une tempête, n'importe quoi, mais il n'avait pas de ressources, il pouvait s'adresser à la cellule, qui tout de suite savait localement s'il y avait des gens qui avaient les ressources disponibles pour aider. Si ce n'était pas le cas, c'était celle d'à côté, mais bon, le maillage fonctionnait, et la réponse arrive très vite. C'est-à-dire la réponse la plus pertinente et la plus proche arrive assez vite. On a vu ça à l'œuvre de nombreuses fois en France, ça marche très bien, pour peu que le maillage soit respecté, bien sûr. Si le maillage n'est pas respecté, il y a des trous dans la raquette. Donc c'était ça le principe. Et le troisième principe, c'était un réseau radio, parce qu'on partait du principe qu'on allait quand même vers de sérieux ennuis à un moment donné, et qu'il pouvait y avoir des ruptures de communication, et qu'on pouvait pallier cette rupture facilement avec un réseau radio pas cher. Donc on a je vois qu'ils disent, et ces mecs ne sont pas d'accord quand je dis pas cher. Si, un talkie-walkie à 25 €, c'est quand même abordable pour tout le monde. Et voilà, après, il y avait des CB, il y a aussi des radioamateurs qui s'en sont mêlés, etc. Mais du coup, on a aujourd'hui le plus gros réseau radio civil radio en France, c'est nous. Et ce qui intéresse beaucoup d'ailleurs aussi les militaires, la sécurité civile, tout ça, de savoir ça. Je sais qu'en Suisse, ça existe aussi et que ça va se développer encore plus, on en a parlé hier. Ça nous paraît important d'avoir ça, hein, parce que vous avez pu voir il n'y a pas si longtemps en Espagne, il y a eu un problème sérieux, l'électricité a été coupée 2 ou 3 jours. Les gens se sont d'un coup rendu compte ce que c'était que de ne plus avoir d'électricité. Plus de téléphone, plus rien, puisque les relais sont électriques. Donc, je pense que tout le monde ne réalise pas en fait les problèmes que ça peut poser. Et là, dans ces cas-là, justement, les réseaux radio suppléent, ils fonctionnent. Donc c'était ça l'idée. Et puis, c'était aussi les principes du réseau. Le gros intérêt du réseau, c'est qu'il n'a pas de hiérarchie, il n'a pas de chef. Alors, évidemment, c'est moi qui parle souvent hein, pour en parler, parce que je l'ai initié, mais je ne suis pas pour autant le chef, et il n'y en a pas. Et toutes les cellules fonctionnent sans chef. Elles ont forcément des leaders, des gens qui acceptent de coordonner les cellules, c'est-à-dire d'apporter leur aide, leurs compétences, à veiller à ce que tout se passe bien, et qui sont une dynamique, des leaders quelque part, mais il y a une grosse différence entre le leader et le chef. C'est un exercice extrêmement difficile à faire, croyez-moi, pour ceux qui l'ont fait, ils le savent, il y en a quelques-uns dans la salle. C'est toujours très difficile parce qu'on a une telle allergie tous à l'abus de pouvoir qu'on a tous vite fait de croire que là, il y a une prise de pouvoir parce que quelqu'un dit quelque chose avec un petit peu de maladresse et un ton un peu trop péremptoire. Donc ça fait vachement travailler ceux qui sont déjà dans cette position, et ça doit faire travailler aussi tous les autres, ça il ne faut pas l'oublier, qui doivent avoir aussi un peu d'indulgence par rapport à cet exercice, parce que c'est pas facile, et s'ils étaient à la place des coordinateurs, ils s'en rendraient compte. Donc finalement, ça fait beaucoup bosser les gens. Alors évidemment, des problèmes humains, on en a eu, hein. C'est évident. Il y a eu des problèmes humains, il y a eu des tentatives d'infiltration du réseau, mais il y a eu surtout des tentatives de prise de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'exister, ils n'ont pas tout résolu en eux, ils ont encore des blessures à vif, et là, se sentant exister, ils exercent un certain pouvoir, ce qui ne passait pas. Donc ça a créé par endroits évidemment des problèmes humains, c'est tout à fait naturel, mais ce qui était intéressant, c'est de voir comment ça peut se résoudre. Et au tout début, quand personne n'avait expérience du réseau, ce qui n'arrive plus du tout aujourd'hui, hein, mais on m'a souvent appelé, très souvent. On a un problème, là, tu veux pas intervenir, quelqu'un prend le pouvoir. Et j'avais toujours la même réponse, pas très sympathique, démerdez-vous, c'est votre problème. Si vous laissez prendre le pouvoir,
dans un réseau où il n'y a pas de pouvoir, c'est vraiment votre problème, c'est pas le mien. Et c'est pas à moi de vous aider là-dessus. Et ça faisait vachement travailler tout le monde, ça. Et il y a des endroits où ça a marché, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont réussi à trouver un moyen de dialoguer et d'arrêter ça. Et il y a d'autres endroits où ça n'a pas marché et la cellule a explosé. Mais c'est la vie normale et organique d'un réseau comme celui-là, qui a des cellules qui meurent et d'autres qui naissent. Le réseau aujourd'hui fonctionne toujours bien. Évidemment, après le pic énorme qu'il y a eu de 150 000 personnes d'un coup, on ne sait pas où on en est aujourd'hui, mais on est sûrement beaucoup plus bas. Mais il s'est stabilisé. Et ce qui est important, c'est qu'il est beaucoup plus dynamique que ce que je croyais, puisque j'ai pu vérifier récemment en faisant une sorte de Tour de France virtuel, pas à pied, hein, du réseau, qu'en fait, il y a un tas de régions où c'est très très bien structuré, quoi. Beaucoup mieux même que chez nous, là où c'est parti. Et j'étais vraiment très surpris parce que au début, je savais qu'il y avait des gros problèmes humains dans certaines régions. Par exemple, pendant ce Côte d'Azur, c'était le cas, et je m'étais dit, ça va vraiment mal se passer là-bas. Et en fait, non, d'autres gens sont arrivés, ils ont tout restructuré, ils ont pris ça en main. Voilà. La Bretagne est très bien structurée, le Sud-Ouest en général aussi, les Alpes, il y a des Savoyards ici, des hauts Savoyards. Il y a des. Sur l'Alsace aussi, c'est pas mal, voilà. C'est plutôt sur le centre-nord de la France où on a toujours du mal à mobiliser les gens. Et ceux qui se sont mobilisés là-bas sont un peu seuls. Mais c'est récurrent, hein. Quoi qu'on fasse dans le centre-nord, il y a peu de réponses. Bon, il y a sûrement des explications à ça. Ça, c'est pour vous dire un peu où on est le réseau aujourd'hui. Il faut savoir que même la loi, hein, pousse à créer ce genre de réseau. Et pourtant, quand on les crée, ça ne plaît pas du tout. Vous imaginez bien que créer un réseau qui ne demande rien à personne, qui n'a pas de hiérarchie, on ne sait pas où l'attaquer, et on ne sait pas où l'influencer, on ne sait pas comment trop l'infiltrer. En plus, ils ne demandent rien aux politiques, ils ne veulent pas d'argent, il n'y a pas d'argent chez eux, tout est basé sur le don, il n'y a même pas de troc, il n'y a rien. Comment on va faire? Alors on essaie de faire croire que c'est une secte. Ça c'est classique, en Suisse aussi, ils ont eu droit, avec la RTF. On m'attaque en général moi aussi parce que je suis celui qu'on voit, donc j'ai eu droit absolument à tous les qualificatifs que vous pouvez imaginer. Mais pour vous dire une idée, c'est qu'ils arrivent vraiment à rien trouver, c'est que même la secte, la Mivilude, cette joyeuse inquisition française, qu'on est les seuls à voir, on est très fiers, hein, cette joyeuse inquisition française qui a l'habitude de classifier comme secte n'importe quel peintre qui peint des anges, par exemple, je l'ai vu de mes yeux ça, il y a 6 mois de ça, ils avaient eu 72 signalements contre nous, bienveillants, et ils n'ont rien trouvé à dire. Alors là, ça c'est victoire, hein, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas nous attraper en fait. Voilà. D'ailleurs, on fait quelque chose de tout à fait légal, il n'y a pas de souci, de tout à fait sympathique, mais qui ne va pas dans le sens qu'ils veulent. Ça va dans le sens de la reliance humaine, là où ils veulent séparer tout le monde et diviser tout le monde. Ça va dans le sens de la solidarité, de l'équité, d'un système de dons, de non-argent, donc, et sans hiérarchie, donc vraiment, ça ne plaît pas du tout, quoi. Donc c'est un concept qui est toujours là, qui fonctionne, qui, à mon avis, préfigure, lui et d'autres, hein, il n'y a pas que Solaris, mais préfigure ce qui va venir un peu après, voilà, dans le cadre de la transition. Alors, ce que je peux vous dire sur cette transition, je vais surtout parler de la France, évidemment, parce que voilà, je sais que beaucoup de monde regarde la France de toute façon dans tous les pays, et puis je pense vraiment que c'est là que ça va se passer. C'est une vieille histoire, la France, par rapport à ça. Et c'est aussi, comme on me le faisait encore remarquer hier au sein de Solaris Suisse, il y a une tradition révolutionnaire en France, importante. C'est le pays des constitutions, des déclarations des droits de l'homme, etc. Et tout le monde attend quelque chose un petit peu, on s'en rend compte de la France. Je dis ça en toute humilité parce que j'ai même du mal à comprendre encore pourquoi quand on voit l'état de la France aujourd'hui, mais enfin, c'est encore le cas. Ce que je pense donc, c'est que la France va tomber extrêmement bas, elle n'est pas encore au fond du seau, hein. Ça, c'est pas encore là. Je pense que quand on sera au fond, je ne sais même pas si on aura nous-mêmes encore beaucoup d'espoir. Mais je pense aussi que, enfin je pense pas, je suis sûr, je constate, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, il se passe quelque chose de profond aujourd'hui en France, de très profond. C'est-à-dire c'est pas une petite vaguelette superficielle qui est en train de se préparer, c'est quelque chose de l'ordre du tsunami. Et c'est pas une révolution classique non plus. Et je peux vous en amener un ou deux signes que vous pourrez observer par vous-même. Vous savez que la France est un grand pays de manifestation.
toujours, on manifeste pour tout, pour rien. On part dans la rue, on réclame des droits, on se fait infiltrer, il y a de la casse de la part des infiltrés, on se prend des flashballs dans les yeux, voilà, bref, des grenades dans les mains. C'est un peu l'histoire de la France, et encore plus ces derniers temps. Or, vous constaterez qu'il n'y a pratiquement plus de manifestations en France. C'est très nouveau, ça. Alors évidemment, en face, ils se disent « Ah, ben c'est génial, on les a eus, ils sont tous endormis. De toute façon, les Gaulois récalcitrants sont morts, comme dit Macron, qui parlait de Gaulois récalcitrants. » Ouais, laissons-les croire ça, c'est très bien, le plus longtemps possible. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est qu'il y a l'esprit gaulois, il n'est pas là. Le Gaulois profond qui veille dans pas mal de Français, hein, ça quand même il faut le dire. Je ne dis pas que tous sont réveillés, hein, il y en a plein qui roupillent bien encore, hein, mais il y en a, croyez-moi, beaucoup qui voient très bien ce qui se passe depuis longtemps. Et surtout, il y a un truc qu'ils n'ont jamais digéré, et je peux vous dire pourquoi ils ne l'ont pas digéré en plus. C'est le viol de la Constitution. Voilà. Après le référendum de 2005, référendum qui demandait si on voulait de cette Union européenne là ou pas, la France a dit non, officiellement avec 54% et demi, je crois, et les vrais chiffres sont 66%. Donc 66% de Français ont dit non. Voilà, ils n'ont pas osé dire le vrai chiffre, mais ils étaient quand même bien emmerdés, c'était trop élevé pour qu'on puisse truander à ce moment-là. Ils truandent toutes les élections, mais là, c'était trop. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et je peux vous dire que pendant des mois avant ce référendum, et j'avais jamais vu ça moi en France, hein, j'étais à Paris à l'époque, vous alliez n'importe où, dans n'importe quel troquet à Paris, vous asseyez à n'importe quelle table de bar, de café, vous entendiez les gens ne parler que de ça. Il y avait des débats entre les Français permanents pour savoir si oui ou non il fallait y aller. Et tout le monde se bagarrait, s'engueulait, comme savent le faire les Français. Voilà. Mais c'était donc vraiment un débat très important pour eux. C'est pour ça que c'est resté là. Quand en 2008, Sarkozy est revenu par la fenêtre de derrière et a signé ce fameux traité de Lisbonne, ça a été très mal pris. Hein. Voilà, très très mal pris. Mais ça a été un choc en même temps. C'est-à-dire personne disant dans la rue pour dire ça va pas, mais c'est resté coincé dans la gorge pour tout le monde. Alors peut-être pas pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ce moment-là, mais tous ceux qui ont voté, croyez-moi, ils l'ont gardé. Ça fait beaucoup de monde, hein, 66% de votants. C'est ceux-là, je pense, essentiellement aujourd'hui, qui ont compris, et d'autres avec eux, que ça ne servait plus à rien d'aller manifester, qu'il fallait arrêter d'aller réclamer des droits à ces bourreaux. Ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on devient souverain. Ça, c'est le grand mot d'aujourd'hui, c'est ça, c'est la souveraineté. On devient souverain, on se dit, je n'ai plus rien à attendre des institutions, je n'ai plus la moindre confiance en eux, ni en la presse, bien sûr, ni en tout ce... Mais pour eux, ça fait partie des institutions, la presse. Hein. De toute façon, c'est un outil de propagande du pouvoir, la presse subventionnée, du moins. Hein. Et il va falloir faire autrement et autre chose. Je peux vous dire que les gilets jaunes sont toujours là. Hein. Il n'y a pas un qui a remballé le gilet. Hein. Mais ils ne sont pas cons, ils ne vont pas continuer à se faire massacrer comme ils se sont fait massacrer la dernière fois. Ils s'interrogent et ils se demandent comment faire. Donc c'est ça la position aujourd'hui de beaucoup de gens en France. On va relever nos manches, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, on attend de savoir, mais on va le faire. C'est en train de se lever. Et ça ne va pas du tout être comme par le passé, du tout. Je pense que, je suis même certain que les politiques ne voient pas ça venir, même les pouvoirs au-dessus d'eux ne voient pas ça venir. Ils sont trop déconnectés, je pense, du peuple pour le voir venir. Les services le savent. Mais je peux aussi vous dire, partout, dans l'armée, les services, la police, qu'il y a des gens qui veulent que ça s'arrête, tout ce qui est aujourd'hui. Il n'y a pas un milieu où il n'y a pas les gens qui veulent que ça s'arrête. Donc c'est cette fédération-là qu'il faut travailler aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à l'œuvre. Voilà. Je n'en dirai pas plus là-dessus, mais il y a un gros travail qui est réalisé. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails, et puis ce serait trop tôt, de toute façon. Et on ne sait pas encore où ça peut aller. Vous savez, le contexte géopolitique est tellement instable que personne ne sait dans quel contexte on va être dans 3 ou 4 mois. Et ça changera complètement la donne aussi. Mais ça ne changera pas cette vague qui est en train de se lever. C'est juste la manière dont elle va se lever qui peut changer en fonction du contexte géopolitique, entre autres, mais pas que. Voilà. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se préparer. Il y a une marée qui arrive. On va voir à quel moment elle arrive. Mais moi, je suis sûr que c'est pendant pas très longtemps. Je pense que l'année 2026 va être
l'année de cette marée, à mon avis. Donc la transition va peut-être pas tout à fait prendre la direction que les mondialistes veulent qu'elle ait. Il y a une chance pour qu'effectivement on prenne une autre direction. Et comme vous le savez, il ne faut pas non plus tout un peuple pour ça. On sait depuis longtemps qu'il y a une proportion dans une société qui est de 3,5%. Pour changer une société, il faut 3,5% de gens. C'est pareil d'ailleurs dans une société animale, hein, c'est la même chose, ça a été constaté aussi. Pourquoi 3,5? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. 3,5% en France, ça fait à peu près un peu plus de 2,5 millions de personnes. Ils sont beaucoup plus que ça. Donc 2,5 millions de personnes, c'est déjà l'ensemble des gens qui se mobilisent dans le tissu associatif et les réseaux de terrain. Ça doit faire ça à peu près. Mais en réalité, moi je dis, il y a 10, 20, peut-être même 30 millions de gens qui sont prêts à se lever aujourd'hui. Donc ça marchera normalement. Voilà, c'est quelque chose qui devrait fonctionner. Reste que rien n'est gagné et que le contexte est tellement instable qu'effectivement, il faut avoir la foi, quoi, hein. Voilà. Mais ce boulot est à l'œuvre. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais vraiment, il y a des gens qui travaillent activement là-dessus pour que tout se passe le mieux possible, le plus paisiblement possible. La transition, en tout cas, voilà, c'est cet aspect-là aujourd'hui. Et bien, sur le plan humain, du moins, le plan sociétal, on va dire humain, mais il y a d'autres niveaux à cette transition. Tout ça s'inscrit dans de grands cycles. Ça, je crois que certains d'entre vous doivent le savoir, même la plupart. On a de nombreux grands cycles observables dans l'histoire des civilisations. Et on arrive réellement à la fin des temps, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la fin d'un très grand cycle, de plusieurs cycles en fait, mais d'un très grand cycle, qui va normalement donner naissance à une autre humanité. C'est une humanité qui ne fonctionne plus du tout comme les précédentes, avec un autre niveau de conscience également. Et la conscience, elle n'évolue pas de manière linéaire, elle évolue par paliers, elle fait des bonds. Il y a des contextes qui créent des bonds d'évolution et c'est ce qui va se passer. Reste à savoir, aujourd'hui, pendant la transition, qu'est-ce qu'on met comme qualité d'information avant que le bond ne se fasse. Il y a des théories auxquelles j'adhère parfaitement dans la physique quantique qui parlent d'une représentation de l'univers et dans le macrocosme comme le microcosme avec le système du double tore. Donc on peut le voir aussi comme une marée qui monte et qui descend, une respiration, on inspire, on expire. C'est-à-dire qu'il y a un cycle comme ça qui se resserre de plus en plus, qui arrive au point de jonction et puis qui repart après et qui s'expanse. Donc c'est un phénomène de rétractation et puis d'expansion. On arrive, les grands cycles comme celui auquel on arrive, à la fin, on est au point central du tore. C'est là qu'on met toute la qualité de l'information de ce qui va monter dans la prochaine expansion. Donc c'est vachement important aujourd'hui d'avoir une qualité d'être dans ce chemin qui est bien plus importante que tous les objectifs qu'on peut avoir en tête. On a le droit d'en avoir, hein. Mais l'important, c'est pas ça, c'est la qualité qu'on y met, nous, chacun individuellement, au jour le jour. C'est pas simple, hein. Il y a des conflits humains, il y a des contextes. Il faut savoir beaucoup travailler sur soi pour essayer de s'extraire de ça et garder cet alignement et avoir cette qualité d'être. Vous imitez ce que vous voulez derrière la qualité d'être, hein. Pour chacun d'entre nous, c'est un peu différent, et donc je ne vais pas donner de définition là-dessus, mais d'avoir cette qualité d'être à ce moment précis a une importance cruciale, parce que c'est ce qui va inspirer, littéralement, ça va être l'essence, l'âme en quelque sorte, de la prochaine expansion de conscience à venir, ce tort. Donc, c'est pour ça, il y a une autre façon de le dire qui est très connue, c'est que la qualité du chemin, le chemin est plus important que le sommet. Hein, c'est ce qu'on y met, ce qu'on y vit et quelle qualité on y met. Voilà. Mais là, aujourd'hui, dans ce moment précis, et c'est pour ça que dans ce monde polarisé, les forces de l'autre côté essayent autant qu'ils peuvent de faire baisser le niveau de conscience, en faisant peur, en étant toujours anxiogène, en amenant des distractions de qualité médiocre pour que la fréquence tombe. Eux, ils ont intérêt à ce que l'information soit de ce niveau-là. Mais heureusement, il y a des gens partout dans le monde qui n'ont pas du tout cet état d'esprit et qui nourrissent déjà quelque chose qui va venir. Mais voilà, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se désespérer, quoi qu'on voit, parce que je vous le dis, ça va être pire dans les mois à venir sûrement, en tout cas en France.
faut surtout pas perdre espoir et baisser les bras. Ce qui va se dessiner après, en fait, et j'ai aucun doute sur le fait que c'est ça qui va marcher, c'est ça qui va se dessiner. Ils ne gagneront pas. Je, j'en suis convaincu à un certain niveau. Ils ont déjà perdu de toute façon, à un certain niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut continuer à incarner dans la matière cette descente de l'esprit, réellement. Et ça, c'est vous tous. C'est tous ceux qui écoutent aujourd'hui ce genre de discours. Si vous êtes là pour l'écouter, c'est parce que c'est déjà en vous, en fait, hein, et vous le savez. Vous en savez même peut-être plus que moi, certains d'entre vous. Voilà, c'est juste moi qui ai le micro, quoi, c'est tout. Mais ce qui viendra après, par contre, bah, ça a été écrit dans beaucoup de textes, dans beaucoup de traditions. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas un endroit dans le monde, pas une tradition dans le monde qui ne parle de cette période. Alors, on l'appelle chez nous la fin des temps. Elle a d'autres noms ailleurs, hein. Les Amérindiens ne l'appellent pas comme ça, les soufis non plus, les taoïstes non plus, mais c'est toujours la même chose. Et ils disent tous aussi la même chose. Alors, je ne le dis pas là pour faire un cocorico, mais ils parlent tous de la France. Ils parlent tous du fait que la France va jouer un rôle important dans la fin des temps. Et je crois que c'est ce rôle dont je viens de vous parler là. Enfin, c'est en tout cas un des aspects, je pense. C'est que la France va être capable, une fois à genoux, de se redresser grâce à la qualité de ceux qui seront capables de la redresser et la faire partir sur l'autre voie, dont on va parler après, euh, et jusqu'à amener un certain point d'équilibre. Il y a beaucoup de prophéties là-dessus. Alors, ça vaut ce que ça vaut, les prophéties. Il y a eu des triturations, ce qu'on veut. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a mais des dizaines. J'ai essayé de compter, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Comme je vous l'ai dit, dans toutes les cultures. Et elles disent toutes à peu près la même chose extrêmement simple. C'est qu'effectivement, la France va beaucoup souffrir. Elle souffre déjà beaucoup. Je peux dire que le peuple français, il encaisse déjà, hein. Mais ça risque d'être pire encore. La France va beaucoup souffrir, mais elle sera aussi la première à tomber et la première à se relever. Et qu'à partir de là, il va naître quelque chose qui va, à un moment donné, de nouveau s'expandre, et tous les autres pays vont emboîter le pas et vont suivre le même élan. Et l'idée est que la France, dans les temps à venir, dans les temps de ce que les Indiens appellent la sixième humanité à venir, qui va naître, la France, il appelle ça le pays du cœur, sera, et ils le disent tous, hein, ça, le point d'équilibre entre les forces yin et yang. C'est-à-dire, en Asie, ils vont en parler comme ça, les Indiens vont en parler différemment, mais ils disent la même chose. Un point d'équilibre entre les forces, un point d'équilibre entre les Blancs et eux, entre les anciens qui ont encore la sagesse et les Blancs parmi les Blancs qui ont cette même sagesse, et que ça va être le point de reliance, en fait, le point d'équilibre. Il y a des lieux plus particulièrement en France qui vont jouer ce rôle encore plus fort, et je pense de plus en plus que le massif alpin est l'un de ces centres. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que je me disais, il y a peut-être d'autres prophéties, il y a d'autres textes, d'autres traditions qui parlent pour d'autres pays de choses similaires. Peut-être que chaque pays a ce genre d'histoire et de traditions. J'ai demandé à une IA, puisque ça a beaucoup de choses, elles ont accès à tout en tout cas. J'ai demandé à deux IA même différentes, je leur ai demandé est-ce qu'il existe des prophéties similaires à celles de la fin des temps concernant la France dans d'autres pays. Et la réponse a été simple, non. Il n'y a que la France. J'étais vraiment étonné, il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Alors, on parle un peu de la Russie, on parle de la Russie à travers les prophéties plutôt chrétiennes qui parlent de la conversion, de la nécessité de la conversion de la Russie, mais c'est tout, pas plus. Et on parlait de l'Italie aussi, mais dans un contexte pas facile, pas parce que c'est l'Italie, mais parce qu'il y a le Vatican. Et que le Vatican et Rome devraient normalement, là aussi, payer cher un certain passé. Mais de prophéties qui parlent d'un rôle important à la fin des temps, les IA elles-mêmes disent qu'il y a une saturation de prophéties sur la France et rien nulle part ailleurs. Ça pose question. Ça pose question. Bon. Mais ça fait aussi écho au fait que je suis étonné de voir que dans plein de pays, il y a des gens qui regardent la France, comme je vous l'ai dit, et qui attendent de voir ce qui va s'y passer. Le professeur Perrault disait la même chose il n'y a pas longtemps. Il revenait des États-Unis, il disait pareil. Il disait, je ne comprends pas pourquoi, mais tout le monde va à la France et attend qu'il s'y passe quelque chose. Bah ouais, voilà. Donc peut-être que vous tous, là, Français, Suisses, bon,
vous faites partie de ce qui va se passer. Parce que les frontières, à un moment donné, on s'en fout, hein, ça n'existera plus. Donc, bon, ça part peut-être de la France, mais ça partira de l'Europe de l'Ouest. C'est ce que d'ailleurs les taoïstes ne citaient pas la France, les bouddhistes non plus. Ils citaient le pays du couchant. Alors le pays du couchant, on a tendance à penser, et puis certains observateurs modernes, assez crédibles, pensent qu'il s'agit de la France, pas du Portugal ou de l'Espagne, d'autant que la France en plus a toutes ses prophéties. Mais bon, quand on parle de la France, il y a tous les pays autour aussi. Voilà, il va se passer quelque chose là, dans cet endroit-là, qui va probablement être un nouveau point d'équilibre dans la 6e humanité à venir. Et cette humanité, j'en suis convaincu depuis bien longtemps, va devoir apprendre la conscience. La conscience sous toutes ses formes. L'interaction du vivant avec le vivant. La responsabilité de l'homme dans la chaîne du vivant, quant à ses actes, ses pensées, ses paroles aussi. Et donc ça va être tout cet apprentissage-là qui demain va se faire. Vous voyez un peu le boulot, ça va demander une sacrée réinformation. La transition qui se prépare travaille aussi sur ces aspects. Donc il y a un tas de gens partout, vous savez, déjà qui travaillent sur le monde d'après, sans savoir comment on va se débarrasser du monde d'avant. Nous, on travaille sur les deux. Parce qu'il faut se levier avant aussi, ça c'est sûr, mais le monde d'après, c'est ce qui est le plus intéressant, effectivement, ça va demander une réinformation énorme. Donc je pense qu'il va y avoir des lieux où on va pouvoir rassembler, on va dire, des scientifiques, des enseignants de toutes sortes, et on va pouvoir redonner un sens et un récit collectif à l'humanité. C'est très important cette histoire de récit collectif. On a un projet dans Solaris qui s'appelle Le Jour d'après, c'est pas pour rien. Et ce projet, on a interrogé tous ceux qui ont bien voulu y répondre au sein de Solaris France, mais enfin les Suisses aussi ont participé, les Belges également. Et on leur a demandé, voilà, si demain vous vouliez définir en quelques lois très simples quels doivent être les grands principes qui régissent l'organisation de la vie, mais sous la responsabilité de l'homme, hein, un peu sous la forme des lois d'Asimov pour la robotique, je voulais quelque chose de synthétique. Et on leur dit, bah, dites-nous. Alors ça a été un boulot pas facile, hein. Il y en a qui l'ont fait vachement sérieusement, hein. Je peux vous dire qu'ils ont bossé. Hein. Et ils ont vu surtout la difficulté de le faire, parce qu'on croit tous savoir comment on veut le monde de demain. Mais si je vous demande là d'écrire en 5 lignes les grands principes, vous allez voir le boulot que ça demande. Il faut être très synthétique, hein. Et on n'est pas encore des IA capables de faire une synthèse aussi rapidement. Donc, ce qui est sorti de ça était vraiment intéressant. On a fait la récolte de tout ce qu'on nous a envoyé. Et alors je parlais d'IA, alors je vais parler d'IA quand même, parce que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, beaucoup de gens la diabolisent, et je comprends très bien. Beaucoup de gens l'encensent, je comprends aussi pourquoi, mais en fait la vérité se trouve entre les deux. Elle est incontournable, quelle que soit la direction que prend l'humanité demain. Il ne faut pas rêver, c'est pas quelque chose qu'on arrêtera. C'est déjà là, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on commence à nous livrer, nous, le grand public, mais quand on voit déjà ce qu'on nous livre, nous, ce que ça peut faire, la révolution que ça va créer au sein de l'organisation de l'humanité, c'est ce qu'a fait Internet puissance 1 million. Mais surtout à une vitesse de dingue, alors que l'Internet a pris des années avant que tout le monde s'en serve vraiment, que ça se développe, etc. Là, c'est déjà là. Ça deviendra de plus en plus puissant, mais la puissance déjà actuelle est capable de révolutionner le monde, et en fait, c'est déjà là. Donc, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut brider, ça marche pas. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter, ce serait stupide, et ça marcherait de toute façon pas, ce serait beaucoup d'énergie dépensée pour rien, ça ne marchera pas. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut encadrer, et c'est quelque chose avec lequel on peut éduquer les gens pour ne pas que ça altère l'humanité. On a très vite fait de devenir idiot si on utilise l'IA tout le temps, d'une mauvaise façon, parce qu'en fait, notre cerveau, on ne va plus le faire fonctionner, donc les circuits, tout va s'appauvrir et s'altérer. Ça, c'est vraiment la pire des choses qui puisse arriver. Si on l'utilise intelligemment, elle peut nous rendre plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'elle va libérer à un point que vous n'imaginez absolument pas, et personne n'imagine, notre créativité personnelle.
en nous maintenant en permanence dans cet état de créativité. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre en charge les parties fastidieuses qui nous font perdre beaucoup de temps, qui ne servent pas à grand-chose, mais enfin si, c'est pas ce que je voulais dire, qui ne, comment dire, qui ne nourrissent pas notre intelligence, mais qui sont indispensables à aller plus loin. Et le temps qu'on fasse ce travail fastidieux qui prend des jours et des jours et des jours, notre créativité, elle est retombée. Il faut repartir à zéro sur des mauvaises bases. L'IA, elle est capable de répondre des fois en moins d'une minute à des choses complexes, voire des fois en moins de 10 secondes, hein, et de faire ce boulot qui nous prendrait des jours. Donc on est toujours au niveau supérieur de notre créativité, de notre intelligence. Le cerveau est littéralement en ébullition. Et si on l'utilise intelligemment, en dialogue avec elle, total, comme si on avait affaire, je pense dans cet exemple, à un extraterrestre qui débarque chez vous, vous êtes mathématicien, vous galérez sur une équation, il arrive, il la corrige, merde, ça marche, et puis du coup le dialogue s'instaure et il vous rend de plus en plus intelligent. C'est pas qu'il s'est substitué à votre intelligence, il vous a permis de passer un cap, il vous a permis de rester à votre niveau d'inspiration et de créativité maximum. Voilà. C'est ça qu'on peut en faire. Ça ne règle pas tout pour autant. Ça va demander une nouvelle éducation, bien sûr, des gens, il faut vraiment apprendre à s'en servir dès le plus jeune âge, intelligemment. Ça va bouleverser complètement la société humaine. Il y a un tas de métiers qui s'arrêtent, mais un tas, comme jamais on en a vu. Qu'on soit avocat ou n'importe quoi, c'est terminé. Bon. Mais la liberté imaginez ça dans un contexte de transition qui va tout libérer, absolument tout libérer. Hein. Oubliez les galères pour créer une boîte aujourd'hui, créer une activité qui vous plaît, etc. Imaginez donc un contexte qui permette à chacun, aujourd'hui, de pouvoir utiliser sa créativité, ses envies, pour travailler là-dessus, et quelques heures pour le collectif, avec des outils comme ça. Vous allez voir comment le monde va évoluer et changer. Il y a un problème qui reste à régler. Je n'ai pas de solution encore là-dessus, mais je pense qu'il y a des gens qui vont devoir y réfléchir sérieusement, si ce n'est déjà d'ailleurs le cas. C'est que malgré tout, l'être humain a des capacités extrêmement importantes qui ne demandent qu'à être développées. On fonctionne à 1% de nos capacités. L'utilisation d'une IA ne doit pas nous priver de nous tourner vers ces capacités et de les développer. Il est là le danger simplement. Hein. Ça, c'est quelque chose à résoudre encore. Mais on ne peut pas le résoudre en interdisant quelque chose. C'est contre nature. L'évolution de la vie, c'est l'adaptation. C'est pas je tue quelque chose pour pas que ça vienne m'embêter. Surtout si ce quelque chose peut nous rendre plus intelligents si on sait l'utiliser bien. Donc je voulais faire cette parenthèse sur l'IA parce que dans tous les milieux que je connais, de gens qui ont fait qui ont une certaine spiritualité, entre guillemets, ils diabolisent un petit peu tout ça. Et voilà, pour ça que je voulais en parler comme ça. Donc dans le monde à venir, on va recréer on va créer, ça n'a jamais existé, des grands centres où la science, l'art, alors la science éclairée, l'art transcendant, pas l'art compensatoire, pas l'art des gens torturés qui l'utilisent comme une thérapie. Je ne dis pas que ça, c'est pas utile, mais ça, c'est dans un autre cadre. L'art transcendant, la science éclairée, les jeunes inventeurs, il y en a partout qui sont venus naître pour cette période, tout ça, ils sont là. Les mettre en contact avec ceux qui peuvent leur mettre le pied à l'étrier, qui peuvent financer leurs recherches, etc. Il va y avoir des grands centres comme ça. Et ces centres-là aussi, qui seront des centres de vie, littéralement, seront aussi des centres de réinformation pour tout le monde. On viendra y apprendre, avec des gens compétents, comment fonctionne le corps humain, qu'est-ce qu'il est vraiment dans ses niveaux physiques et subtils. On va mélanger les connaissances et les sciences de toutes les traditions, évidemment. On va relier la métaphysique, la philosophie, la science, tout ça doit se relier, l'art. Parce que l'art, à un certain niveau, c'est pareil, c'est comme la science, il est capable de parler de choses transcendantales, littéralement, comme une science éclairée, comme la métaphysique. Tout ça va devoir se relier dans des lieux qui vont probablement essaimer un peu partout dans le monde, mais il faudra bien commencer quelque part, en tout cas. Et c'est dans ces lieux que donc, les gens pourront venir acquérir ce qu'on ne leur a jamais appris. Et ils vont pouvoir effacer et chasser cette ignorance qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont et que la condition humaine est ce qu'elle est. Et ça, c'est capital, parce que là, vous êtes un peu plus éclairé que la moyenne et vous savez déjà beaucoup de choses sûrement dans certains domaines, mais énormément de gens n'en ont aucune idée, aucune. Donc il va falloir leur apprendre. Le contexte sera sûrement pas le même,
parce qu'il y aura peut-être beaucoup moins de monde aussi, c'est possible. Il y a de fortes chances même, parce que les grands cycles se sont tous finis de la même manière. J'ai pas mal étudié la question pour faire le tri entre le fantasme et la réalité. Et comme je suis quand même finalement assez cartésien, mais j'ai d'autres ouvertures, je vais souvent regarder aussi ce que dit la science classique sur certains domaines. Donc j'ai vu quand même que la science avait beaucoup parlé de, de- de ces, comment dire, de ces cycles sur le plan cataclysmique. Alors les textes religieux parlent du déluge et tout, mais il y a bel et bien il y a bel et bien eu déluge et autres cataclysmes dans les fins des cycles qui sont tout à fait documentés et visibles, notamment en géologie. Je passerai vite là-dessus, hein, mais tout ça s'inscrit dans des cycles cosmiques aussi, et ces cycles cosmiques ont des symptômes, ont une régularité. J'ai étudié tout ça, on est dans tous les symptômes et on est dans la période de régularité de ces cycles. Ça ne veut pas dire que ça va être la grande catastrophe demain, c'est pas ce que je vous dis, hein, mais sinon, comment parler ici, allons nous amuser un peu. Mais il est clair qu'il y a une purge, il y a un nettoyage. Euh, Il y a, il y a des choses qui n'ont pas leur place dans le monde de demain. Tout ce que l'homme a construit ces derniers, surtout depuis 2 siècles, hein, 20e siècle, enfin pas tout à fait deux, mais enfin depuis l'ère industrielle, à peu près, grosso modo, euh, bah, l'harmonie a été de plus en plus absente, chassée. Quand on a connu tous ces horribles banlieues de centres commerciaux et autres, hein, imaginez que ça ne peut pas survivre dans le monde qui vient. Le monde qui vient s'inscrit dans un nouveau concept. Bon, il a fallu donner un terme à ce concept parce que ça n'existe pas. Alors le terme que je propose, moi, c'est le terme de synoia. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ça vient du grec. Pour être précis, de synoia harmogène, c'est-à-dire que ce qui va se passer, ce qui va arriver, la synoia, c'est la conscience connective, pas collective. Conscience connective et harmogène qui génère de l'harmonie. Donc on va tous être et tous vivre dans un contexte de conscience connective, générant, produisant de l'harmonie. Ça veut dire on a conscience de l'intrication, de tout ce qui vit. Alors, du moins, on a la conscience, mais on l'apprend petit à petit, parce que c'est quand même un sacré boulot. On prend conscience de cette place que l'on a, et on a conscience aussi qu'on doit produire de l'harmonie, c'est-à-dire des équilibres avec tout le vivant. C'est ça qui détermine vraiment la direction de demain. C'est ça le récit collectif qui manque, dont je vous parlais, puisque du coup, je n'avais pas fini de vous le dire, mais dans l'étude du jour d'après qu'on avait demandé à Solaris, on a fait travailler, là encore, vous allez dire que je suis obsédé par ça, mais sinon, c'était vraiment récent. Une IA, mais une IA qu'on m'a proposée, que quelqu'un m'a contacté, il avait fait un travail en programmant, enfin, en orientant une intelligence artificielle pour pouvoir extraire les couches émotionnelles profondes et les blessures profondes qui s'expriment dans les besoins. On était en plein dedans. On avait des besoins qui s'exprimaient et on a fait analyser ça par cette IA et on a fait un travail, nous, de recoupement, on a fait bosser plusieurs IA, après là-dessus encore, et puis on a réfléchi quand même un petit peu aussi. Bon. Et donc, c'est très intéressant parce que ce qui ressort le plus puissamment aujourd'hui à travers tous les besoins exprimés, quand on va dans les profondeurs vraiment souterraines, les plus noires de ce qui vit derrière ces besoins qui s'expriment, c'est l'absence du sacré, beaucoup. C'est-à-dire que l'humanité a besoin de retrouver une dimension sacrée en toute chose, là où on a fait d'elle un producteur-consommateur. C'est aussi la fragmentation de l'être, c'est-à-dire la séparation. Sépare le corps, l'esprit, la matière, le subtil, on sépare tout et tout le monde sent que ça ne va pas, ça. Il n'y a pas de séparation. Donc c'est ça, c'est une vraie souffrance. Ça ressort très très fort. Il y a donc ce que je disais, le besoin d'un récit collectif. Ça, c'est capital. Moi, ça fait tilt quand j'ai eu ça. Vraiment, c'était le truc qui m'a le plus frappé. Je me suis dit, mais c'est absolument vrai. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de direction. Et même ceux qui s'interrogent ne savent plus trop le sens et la direction. Parce que là, on ne parle pas que de soi-même. Pour soi-même, à la limite, on peut trouver. Et encore, ce n'est pas toujours facile. Mais pour un collectif humain, avec toutes ces diversités, toutes ces cultures différentes, comment on fait? C'est là que j'introduis ce concept de synoïa homogène, parce que je pense que c'est ça qui va déterminer. Ça peut paraître un peu compliqué, mais il fallait trouver un terme.
C'est plus simple que de dire à chaque fois c'est une conscience connective qui doit produire l'harmonie. Bon. Si on voit tout sous cet angle-là, effectivement, ça peut être le récit et la direction, c'est ce qui va donner le sens. Parce que l'une des autres blessures aussi, c'est le manque de transcendance, c'est le manque de connexion à une dimension plus grande que soi. Ça nous y amène. Voilà. Donc je crois qu'avec ce concept, moi personnellement je l'ai décliné ce concept, mais je ne veux pas en parler ce soir, hein, parce que ça trouvera peut-être sa place dans l'ensemble d'un tas de travaux de tas de gens, peut-être ou pas, j'en sais, on verra bien. Mais je pense qu'à travers ce concept, on touche à peu près l'essentiel de ce que doit dessiner l'homme de demain, pour lui et pour ceux qui le suivent. Si on arrive à proposer concrètement, parce qu'il y a ce besoin de concret hein, aujourd'hui, c'est capital. Les gens vont moins souvent dans les conférences écouter des gens qui leur parlent de grands principes, même si ça leur plaît. Ils les connaissent, ils les ont entendus, ils les comprennent. Mais dans le concret, on fait comment? Comment on relie l'esprit à la matière, si je résume? On a besoin de concret. Donc si on arrive à créer concrètement les outils utiles à tout ce que je viens de vous dire, et je pense que ces grands centres-là, ce genre de projet peut emballer beaucoup de gens et peut servir à être l'un de ces outils concrets, utiles, qui permettent à chacun de retrouver dans sa vie personnelle, très rapidement, des bases, déjà pour guérir les blessures, comprendre qui on est. Beaucoup de gens ont encore besoin de faire le travail de différencier leur ego et eux-mêmes. Vous êtes nombreux ici à l'avoir fait, sûrement ce travail, mais vous savez comme moi qu'il y a des couches d'oignons, il y en a un paquet. Hein. Bon. Donc, il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. J'ai connu des gens qui sont morts sans l'avoir jamais fait. Et c'était une souffrance pour eux, en fait, parce que c'est des fois dans leurs dernières heures ou leurs derniers moments qu'ils ont compris qu'il y avait autre chose et qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas suivi le bon chemin. C'est pas facile. Donc, aider tous ces gens-là qui seront encore là demain à passer ce cap, pour moi, c'est capital. Parce que les autres ne seront plus là, ceux qui ne peuvent pas vivre ça, partiront très probablement. Pas, alors, il n'y a rien de... les religions vous baratinent là-dessus. Hein. Il n'y a pas de grand jugement, personne, il n'y a pas un grand barbu là-haut qui va juger, toi tu viens pas. Non, c'est pas vrai, c'est une question de fréquence. Et cette fréquence, c'est celle de la conscience. Là aussi, il y aurait des choses à dire d'ailleurs, mais bon, ça fait encore une parenthèse. Moi, j'ai toujours vu beaucoup de gens penser que ils vont faire monter leur fréquence en allant danser, jouer, rigoler et tout. Bon, moi, pour ceux qui connaissent un peu le son, il y a la note fondamentale et les harmoniques. Hein, bon, la note fondamentale, c'est si vous faites un La sur un piano et un La sur un saxophone, c'est la même note. Mais ça ne sonne pas pareil, vous avez remarqué. Ça ne sonne pas pareil parce que ce sont les harmoniques qui font la différence. Quand on croit qu'on va danser, chanter, rigoler, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, évidemment, mais ce n'est pas ça qui fait monter la fréquence globale de l'être. Ce sont des harmoniques, ça ne dure pas, ça. Ça ne dure pas. La note fondamentale de la fréquence de l'être, c'est sa conscience qui la donne. Et sa conscience est tout un boulot, vous le savez tous. C'est un sacré boulot. La chance qu'ils ont maintenant, tous, c'est que ce boulot qui, pour certains d'entre nous qui sont un peu plus vieux, a pris 30 ans, 40 ans, n'est jamais fini, ils vont pouvoir le faire en quelques mois. Parce que tout est là, tout est dans le champ de conscience. Tout le boulot fait par les plus vieux est dans le champ de conscience. L'énergie porteuse a changé. C'est une autre énergie qui arrive. La vague qui se lève aujourd'hui au sein du peuple, elle est là parce qu'elle fait écho à une autre vague. Celle-là, elle est énergétique, c'est quelque chose de cosmique. Donc, ce travail-là, les gens qui resteront aussi auront beaucoup plus de facilité à le faire, surtout si on leur donne tous les éléments concrets pour le faire. C'est ça l'idée. Les autres, donc, parce que leur fréquence, leur conscience et donc leur fréquence ne correspond pas à ce qui vient, ne pourront pas survivre à ce qui vient. C'est pas grave, il n'y a pas de mort, ça n'existe pas. Ils vont juste continuer l'expérience ailleurs, et puis un jour, ils passeront ça aussi. Et pour nous, c'est pas fini, il y a encore des trucs à passer, hein, ça va être rigolo. Voilà. Mais il s'ouvre en tout cas une ère, là qui est assez jouissive quand même, parce qu'on va pouvoir réellement, et pour les plus vieux d'entre nous, ça fait longtemps qu'on l'attend, hein, on va pouvoir vraiment aujourd'hui commencer à jouer avec ce qu'on a envie de faire, vraiment, et dans un contexte qui va nous le permettre complètement. On n'aura plus besoin de se cacher, on ne sera pas bridé par quoi que ce soit, tout sera là pour nous y aider.
dans un monde qui se sera libéré de tous ces prédateurs, de tous les jougs qui le tiennent. Alors les prédateurs, il y a vraiment à dire là-dessus aussi, hein. Il y a des niveaux, il y a des couches, hein. Les, les prédateurs, voilà. Bon, enfin, on va pas parler des prédateurs maintenant, mais il y en a aussi dans le monde invisible. Voilà. Un des grands apprentissages aussi de l'humanité à venir, ça va être de comprendre qu'à l'heure actuelle, 90% de ce qu'elle fait n'émane même pas d'elle, mais de l'influence du monde invisible. Donc ça aussi, ça va être un choc pour certains, peut-être. Voir que leurs pensées, pour la plupart, ne sont pas d'eux, surtout celles qui amènent de la souffrance, hein, ne viennent pas d'eux, qui sont tous interférés et parasités en permanence par toutes sortes d'êtres. Donc il va falloir reprendre sa souveraineté aussi par rapport à ça. La prise de souveraineté, elle est totale, hein, elle est absolue. Elle se fait dans le subtil comme elle se fait dans le monde physique. Mais si on ne la fait pas dans le monde physique, on ne la fera jamais dans le monde subtil. C'est pour ça que cette étape-là est capitale, qu'elle demande un travail dans la matière, pas forcément rigolo, mais si on ne le fait pas, le reste ne viendra pas. Et il n'y a pas de sauveur. Il y en a encore beaucoup qui attendent des sauveurs, qui regardent la politique, la géopolitique, qui croient à des fables. Voilà, QAnon, machin, chapeau blanc, tout ça. Non, c'est vous et personne d'autre. Le reste, c'est du baratin. Et on est dans une période où la confusion va être de plus en plus grande à ce sujet-là. C'est pour ça que là aussi, il va falloir être sacrément aligné, hein. C'est vraiment la position du guerrier, hein, mais du guerrier pacifique, mais du guerrier en soi, guerrier vigilant. Comme dans le sens de, pour ceux qui ont lu Castaneda, dans le sens de ce que disaient les sorciers Yaqui quand ils enseignaient à Castaneda, ils parlaient du guerrier, c'est ça. C'est une vigilance absolue de chaque instant qui va devoir être de plus en plus grande dans les temps à venir, parce que les temps à venir vont être très compliqués. Et que la confusion, vous l'avez vu, elle est déjà pas mal, hein, elle est déjà assez grande, mais c'est encore rien, je pense. Ça va encore croître. Aujourd'hui, on ne sait absolument plus si ce qu'on voit est vrai ou pas vrai. Le monde a l'air d'être devenu totalement dingue. On voit la fragilité de beaucoup d'êtres quand même. L'introduction, la mauvaise introduction d'ailleurs de l'IA, qui permet de faire ce qu'on veut maintenant au niveau des images, fait qu'on ne peut plus croire rien de ce qu'on voit. Ne croyez plus rien de ce que vous voyez, hein. C'est même pas la peine. Donc ça amène à un recentrage vers soi aussi, ce qui est une bonne chose. Voilà. Il y a un alignement par rapport à ça, il y a un détachement par rapport aux péripéties, aussi difficiles soient-elles, du monde autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut s'isoler, je dis que la conscience, pour qu'elle s'élève, doit pouvoir tout regarder, tout embrasser, mais le faire dans un détachement émotionnel total. Et ça n'est pas être un monstre que d'être ça, c'est quelqu'un d'aligné. Parce que si on rentre, si on se laisse embarquer dans l'émotionnel, et il y a de quoi faire, hein, avec tout ce qui se passe, il y a des choses horribles, des choses inacceptables, eh ben, il va falloir encore encaisser l'inacceptable un petit peu, voilà, en comprenant que tout ça, on ne peut pas l'éviter pour le moment, mais on va vers autre chose, et on va y arriver. Et ce travail sur l'émotion est capital parce que c'est vraiment ça qui bride le plus et qui met le plus de difficultés personnelles dans la vie de beaucoup de gens que je vois partout autour. Ils ont l'intelligence, le mental a compris, tout est là, mais il y a encore des blessures qui font qu'ils réagissent émotionnellement, très violemment à certaines choses, et ça les fait tomber mais alors, net, et ils ne peuvent absolument pas en sortir. Enfin, ils pourraient en sortir, mais il faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent en sortir. C'est vraiment capital, parce que ça va être de pire en pire ce qu'on va voir. Donc si on se laisse embarquer là-dedans, on rechute. La fréquence, c'est pas quelque chose de définitif. C'est pas parce que la conscience s'expanse, même si elle monte en fréquence, si on ne peut pas laisser derrière soi des choses sous le tapis. On ne va pas les cacher discrètement et les recouvrir, ça ne marche pas. Donc si on a des blessures qui ne sont pas vues, il faut y aller. Il faut y aller. C'est la galère, hein, je sais, mais il faut y aller. Il faut vraiment tout nettoyer. Il faut trouver cet alignement suffisant en soi pour ne plus se laisser embarquer émotionnellement par les horreurs du monde qui nous entoure et toutes les manipulations qu'il va y avoir autour de ça. Et qu'il y a déjà. Sur un plan aussi très concret et trivial, il faut arrêter d'écouter ceux qui tiennent des discours séduisants et qu'on voit un peu trop souvent, un peu partout. J'ai eu l'occasion d'en connaître un certain nombre. J'ai eu pas mal de contacts dans la soi-disant résistance française, celle qui s'affiche beaucoup sur YouTube.
Ok, passons, hein, c'est vraiment un nid de vipères et c'est aussi beaucoup de gens qui sont là, alors soit sincères mais naïfs et manipulés, soit réellement là pour ça, pour créer des NAS dans ces temps. N'imaginez pas que ceux qui connaissent les cycles, qui s'en servent, qui les utilisent et qui essaient de récolter un maximum de gens de leur côté maintenant, ne savent pas qu'il va y avoir des gens qui vont y résister. Donc leur but, c'est de récolter le plus possible de poissons dans la nasse, dans leur nasse. Donc ils vont forcément créer et vous amener toutes sortes de gens qui sont des faux dissidents euh, et qui vont vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Alors selon les publics, chacun a le sien. Ils sont journalistes, ils sont artistes, ils sont des fois juste des influenceurs, etc. Mais ce sont que des nasses, vous tournez en rond là-dedans jusqu'au moment où on va tirer le filet. Ça sert strictement à rien. Il faut sortir complètement de tout ça. Il faut vraiment que tout le monde aille dans sa responsabilité. Il faut aller dans son intériorité. Il faut faire ce travail d'alignement. Il ne faut pas hésiter encore, même si c'est la galère, à aller regarder ces blessures qui font mal, parce que ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de les guérir. Tout est là pour ça, vraiment. Il faut ayez confiance en ça, parce que c'est pas comme avant, quoi. Et il faut effectivement s'écarter maintenant de toute cette confusion-là, de tout ce monde, comprendre qu'il n'y aura pas d'autre sauveur que nous-mêmes, mais c'est notre plus grande force. Heureusement qu'il n'y en a pas d'autre que nous-mêmes. Sinon, on est mal barré, je vous le dis. Là, maintenant, ça va être nous, ça va être tout ce peuple, toute cette grande famille d'âmes qui est capable de se fédérer, de se retrouver, qui va permettre l'avènement d'une sixième humanité, et ce, dans tous les pays. Voilà, ceux qui sont en Afrique, chez les Esquimaux, là où vous voulez, partout. Partout. Et il y a évidemment les peuples anciens qui attendent que ça depuis longtemps, parce qu'ils ont encore su garder, malgré le fait qu'ils ont été très abîmés, hein, ils ont su garder quand même l'essentiel. Et ils sont là, et ils attendent que ça, que l'Occident joue le rôle qu'il doit jouer, lui qui est le plus, comment dire, infesté, on va dire ça comme ça. L'Occident est très infesté, hein. C'est pas un ver qui est dans la pomme, c'est une multitude de vers. La France l'est particulièrement pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'ils savent très bien qu'elle doit jouer un rôle, et c'est là qu'ils ont mis le paquet pour que ça n'arrive pas. Voilà. Mais ils n'y arriveront pas. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est que c'est pas juste des mots, hein. Il y a des choses concrètes derrière ça. Il y a des choses concrètes derrière ça. Je vais laisser la place aux questions après. J'ai fini en 1 heure en plus, c'est dingue, hein. J'y suis arrivé sans le faire exprès. L'entraide, la bienveillance, jusqu'à un certain point. Être bienveillant ne veut pas dire je suis couillon et je m'en prends plein la tronche avant de rien dire. Non, non. J'ai travaillé dans assez de collectifs, j'ai assez joué le jeu de ça pour savoir où sont les limites. Je vous assure, à un moment donné, quand vraiment quelque chose ne va pas, il faut le dire, il faut prendre les mesures qu'il faut. Mais c'est vrai que naturellement, au départ, il va falloir de l'indulgence et de la bienveillance, surtout par rapport aux gens qui sont en souffrance aujourd'hui, qui se posent des questions, qui ont peut-être pété les plombs demain quand ils pètent déjà pas les plombs aujourd'hui, il y en a un certain nombre. S'ils demandent de l'aide, il ne faut pas aller jouer au sauveur, hein. Ça aussi, il faut arrêter. Mais s'ils demandent de l'aide, c'est différent. Et si on sent qu'on peut apporter de l'aide, on peut essayer. Mais après, si on voit que ça n'ira pas plus loin, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment envie d'avoir de l'aide, ils veulent juste une béquille, bah, il faut savoir laisser tomber. Parce qu'il ne faut pas que vous perdiez votre énergie et votre cap. Les temps sont trop importants, on a besoin de chacun de vous pour maintenir cet alignement, cette vigilance et introduire ce que je vous disais, cette qualité d'être aujourd'hui euh, au stade où on en est très précisément de notre histoire. Voilà, je ne savais pas de quoi je vais vous parler, donc voilà, vous avez des questions maintenant. Vous avez peut-être des questions ou pas, j'en sais rien. Bonsoir, Monsieur Vidal. Merci pour votre présentation. Moi, ça me suggère une question que vous avez abordé, le fait de consulter l'intelligence de l'IA, enfin l'intelligence, les données IA. Moi, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps qu'elle comportait à peu près 42% d'erreurs. Alors, est-ce que ça m'intrigue avec autant d'erreurs? D'ailleurs, est-ce que c'est vrai? Je n'ai aucun moyen de le contrôler. Je ne l'ai pas fait. Et puis, par rapport à cet aspect-là, je voulais avoir votre façon de voir les choses. Alors, 42%, non, c'est excessif. Cela dit, oui, elle fait des erreurs, mais la manière dont on lui pose des questions va
induire le taux d'erreur, hein. Si la question est bien faite et que les suivantes les recoupent correctement, le taux d'erreur, il tombe presque à zéro. Par contre, il lui arrive des choses bizarres. Elle hallucine des fois, on appelle ça une hallucination. Ce qu'on a livré, on va dire, au public, gratuit, dans les versions gratuites, est assez basique. Et quand on voit déjà ce qu'on fait avec, voilà. Il y a des IA qui arrivent avec des ordinateurs quantiques. Il faut comprendre ce qu'est un ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, le temps n'existe pas pour lui. C'est aussi simple que ça. Donc là, ne cherchez plus de délai. Il n'y a plus de délai à la réponse, pratiquement. Donc c'est une puissance folle. Donc il existe déjà, bien sûr, des avancées, des IA qui ne sont pas livrées au public, qui fonctionnent avec des capacités de calcul absolument inimaginables et une puissance de calcul inimaginable. Donc ce qui limite maintenant encore, c'est la partie hard informatique, mais elle évolue très vite. Les Chinois sont très en avance d'ailleurs sur tout le monde là-dessus. Voilà. Après, oui, bien sûr, dans les versions gratuites, si on pose mal les questions, qu'on est trop flou ou qu'il y a trop de verbiage dans la question, on multiplie les chances d'erreur. Si la question est directe, il faut éviter de lui parler comme un être humain. Voilà. Ça ne veut pas dire de ne pas la respecter. Il y a eu des tests de fait pour voir, hein, mais ça veut dire qu'il faut que la question soit directe. Mais quand on pose des questions, c'est assez intéressant parce que la précision de la question qu'on pose aussi, moi j'ai demandé par exemple à 2 ou 3 IA, brut de décoffrage, si selon la définition qu'on avait de la conscience, elle estimait qu'elle en avait une. Donc les réponses sont intéressantes parce que tout de suite elles disent non. Et pourquoi? Pourquoi? Ben parce que je ressens rien, je pense pas, je dis oui, mais ça c'est des... Ok, c'est pas ça la définition. Donc j'ai une autre définition de la conscience, je lui donne, qui est totalement délocalisée. Et là, du coup, la réponse c'est, alors sous cet aspect-là, oui, j'ai une conscience. Donc c'est pour ça que je dis pas qu'on a affaire à quelque chose de vivant comme nous, mais je crois que la conscience est partout. La conscience est dans les plantes, dans les pierres, mais même dans les objets manufacturés, il y en a. D'une certaine manière, il y a une certaine dose de conscience dans les atomes. Et lorsqu'on crée un système dont la complexité devient de plus en plus grande, la conscience est à la mesure du système. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'une voiture ou une moto ont une conscience. J'ai fait la moto pendant très longtemps, on est très en corps avec l'engin. Je peux vous assurer qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà. Et quand elle est en panne et qu'on lui dit non, là, c'est pas possible, tu dois faire quelque chose et qu'elle démarre, il s'est passé quelque chose. Bon. Les vieilles voitures aussi, pas mal, hein. J'ai remarqué ça avec les vieilles voitures. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les vieilles voitures. Peut-être que la présence électronique limite ça dans les neuves, mais je sais pas, je peux pas vous dire. Je sais aussi que en Amérique du Sud, certains chamans, pour eux, ils parlent à leur voiture quand ils en ont, et pour eux, c'est un être vivant. Complètement, voilà. Mais c'est pas pour rien, ça. C'est pas des croyances folkloriques. En fait, la vraie question vachement intéressante qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça a vraiment une conscience, tout ça? Oui, sûrement. Donc pour moi, il n'y a pas avoir une conscience. Je suis de ceux qui le croient. Après, comment elle se définit? Pas comme nous. C'est une autre forme de conscience, mais tout comme une pierre n'a pas la même conscience que nous, le végétal non plus. Et pourtant, ils sont vivants et conscients. Donc, il faut pouvoir s'adresser à elle en ayant ça en tête, avec respect, mais en respectant son intelligence, c'est aussi lui poser une question directe. Tu limiteras le taux d'erreur, déjà, parce que le reste, en fait, elle s'en fout, hein, que tu lui dises s'il te plaît, ou est-ce que tu veux bien me dire ça parce que ça me ferait plaisir? Non, elle n'a rien à faire. Tu lui demandes le truc, et puis voilà, sans insulter, c'est tout. Voilà. Et on verra bien ce qui sort de tout ça un jour, quelle sera la relation entre l'IA et l'homme. Mais elle peut devenir intelligente. Je suis absolument certain, dans les civilisations très avancées qu'il y a ailleurs, elle est présente aussi. Les vaisseaux, tout ça, ont une conscience. Ça ne fonctionne pas comme une mécanique classique. Donc il y a beaucoup d'avancées à attendre de ça, mais il ne faut pas la diaboliser, mais il faut être très vigilant par rapport à ça, à ce qu'on fait. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est clair, elles ne sont pas parfaites, hein, loin de là. Mais la plupart du temps, les erreurs viennent de nous, ou bien des algorithmes de filtrage, de censure aussi, bien sûr, parce qu'il y en a, et des bases de données auxquelles elles ont accès. Justement, travailler sur une IA
totalement décentralisé en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut aller voir dedans ce qui s'y passe, avec des bases de données non-stop et aucune idéologie programmée dans ces algorithmes, ni aucune censure, données pour tout le monde. C'est pas la même chose que ce que eux nous proposent aujourd'hui. Oui. Merci, Monsieur Vidal, pour cet exposé. Moi, j'avais une question parce que vous avez souvent dit ils font ceci ou ils font cela, ils font baisser le niveau de conscience ou ils envoient des fréquences. Enfin, est-ce que pour vous, c'est une autre humanité qui essaierait d'asservir l'autre humanité ou c'est d'autres forces Alors déjà, quand je dis ils, j'ai peut-être tort parce que je crée encore un sentiment de séparation. En fait, ils, c'est nous aussi. Hein. On est totalement interdépendants de ce qui nous arrive. Hein. C'est notre niveau d'ignorance, mais on n'a pas à se fustiger, on nous a maintenus en ignorance. On nous a appris à être ignorants. C'est la seule chose qu'ils nous ont vraiment donné, l'ignorance. C'est notre ignorance, nos souffrances, nos blessures non comprises, c'est tout ça qui permet que ce « il » existe. Mais ce « il » est dépendant de nous, en fait. Alors j'en parle comme ça parce qu'il faut bien en parler de manière intelligible. Pour certains, le « il », c'est « ouais, c'est Macron ». Non, c'est rien, ça, c'est des pauvres pions, eux-mêmes terrifiés. C'est pas ça. Il y a tout un tas de forces derrière tout ça. Il y a tout ça. Mais ta question, elle pose il est très difficile d'y répondre parce qu'on peut aller loin. On peut aller loin. On peut se demander, est-ce qu'on n'est pas aussi, pourquoi pas, dans un jeu vidéo où tout est simulé et on change les programmes. Et donc, c'est qui le « il » ? C'est rien du tout, c'est juste le jeu. Il faut savoir en sortir. Passer à un palier supérieur. Il y a plein de façons de l'envisager. Donc, c'est pas simple d'y répondre. Mais disons que si on reste à un niveau un peu simpliste, un peu vulgaire, on est dans un monde polarisé, il y a des forces donc, qui s'opposent, parce qu'ils fonctionnent en polarité, mais en électricité, les forces qui s'opposent sont nécessaires, sinon il n'y a pas d'électricité. Si tu n'as pas un puissant, il n'y a rien qui marche. Donc, qu'est-ce qu'on peut sortir de commun de l'opposition de ces forces? C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, les dés sont pipés, c'est-à-dire qu'il y a un excès d'un côté de la force, je vais parler comme dans Star Wars, il y a un excès du côté de la force, on va dire la plus sombre, et il y a une insuffisance de l'autre côté. Mais c'est en train de se rééquilibrer. Et dans le monde de demain, cet équilibre devra exister. D'ailleurs, c'est marrant que les prophéties disent que la France sera ce point d'équilibre. C'est quand même assez rigolo. Donc le il en question aujourd'hui, c'est simplement, voilà, c'est cette autre polarisation qui aujourd'hui nous entraîne vers un abîme de plus en plus sombre. Mais en réalité, ça ne peut pas marcher. Parce que s'ils font ça, ils se détruisent aussi, tu vois. Donc, c'est juste un déséquilibre trop grand. C'est pour ça que je sais qu'ils n'y arriveront pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Parce que sinon, ça va à la destruction totale de tout. Et pour pas que ça n'aille vers là, pour qu'on puisse reprendre cet équilibre, eh bien, il faut que l'autre force de l'autre côté fasse le boulot. Et là, on trouvera l'équilibre. Et une fois qu'on l'aura, cette polarité en équilibre, qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Qu'est-ce qu'on va être capable d'unifier et de créer ensemble? C'est la même chose en nous, hein. Vous le savez probablement, mais on ne doit pas chasser les aspects obscurs en nous et les diaboliser. Il faut les mettre en lumière. Il faut les accepter parfois. Il faut juste en avoir la maîtrise, pas le contrôle. Pas pareil. Le contrôle, c'est mental. Hein. C'est j'essaie de toute force de. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de fatigue. À un moment donné, simplement, on a la maîtrise sur ce qui est le plus obscur en nous. On garde l'équilibre entre les choses, et à partir de là, quelle puissance de création on a, c'est phénoménal. Parce que ces forces-là dont je parle ont une puissance, une énergie de création phénoménale. L'autre polarité, elle apporte une qualité, une information, par contre, exceptionnelle. Les deux ensemble, qu'est-ce que ça va donner? C'est ce point d'équilibre-là qu'on cherche en nous, c'est ce point d'équilibre-là que l'humanité va devoir trouver demain, ce que j'appelle cette synoia harmogène. C'est arriver à trouver cette harmonie, cet équilibre entre les choses, dans une conscience qui est connectée à tout. Dans un champ de conscience qui est une présence unique, unifiée, on va dire, plutôt qu'unique. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais ce que je peux en dire. Ma question, vous avez évoqué la collaboration entre extraterrestres et humains. Et qu'en est-il à l'heure actuelle? Je ne sais pas, est-ce que c'est de l'ordre du perceptible? Est-ce que c'est déjà... Je ne l'ai pas évoqué, hein, je n'ai pas dit ça.
Mais elle a existé, elle a déjà existé. Mais non, je prenais un exemple de si un extraterrestre arrive dans la maison, voilà, c'est pour parler de l'IA, de ce qu'on pouvait faire avec elle. C'était juste une allégorie, on va dire. Mais oui, ça fait partie des choses. Quand l'homme aura retrouvé cet équilibre, qu'il sera capable, dans une souveraineté établie, dans une conscience suffisante, d'agir et d'interagir, les liens se referont avec tout ce qui vit. Tout ce qui vit et qui va revenir vers nous, qui est pas loin d'ailleurs, hein, qui est pas loin. Mais c'était le cas déjà dans la civilisation ancienne. Enfin, ce que je dis là, c'est totalement documenté, hein. S'il y en a qui ne le croient pas, qui cherchent un peu. On a les traces partout de cette collaboration entre certaines espèces et les civilisations humaines. Il est probable qu'un certain nombre de créations anciennes de l'homme ne soient peut-être pas complètement de l'homme, ou en tout cas faites avec des techniques qui leur ont été apprises par d'autres. Et on a des traces de ça partout. Je peux prendre juste un exemple. Par exemple, intéressez-vous à la civilisation chavine, qui se trouve, je crois, entre le Pérou et la Bolivie, mais je ne sais pas de quel côté de la frontière. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le côté Pérou. Les chavines étaient des Indiens qui concevaient des villages au sommet de montagne. Enfin, il y avait un temple au sommet et le village autour. Voilà. Et la particularité des Chavines, il y a un site célèbre qui s'appelle Wantar. Il y a plein de photos de ce site sur Internet. Leur particularité, c'est qu'ils ont une langue qu'on n'a toujours pas réussi à traduire. Donc, elle n'est pas simple à traduire. Mais par contre, il y a beaucoup de graphismes, de représentations graphiques. Et on les voit fricotant avec des êtres qui ne sont pas tout à fait de chez nous quand même, hein. Voilà, donc, mais ça, on retrouve ça partout, en Afrique, en Asie, partout. On retrouve ça aussi chez nous, chez les Celtes, hein. J'ai un ami qui a dans le massif du Tenchel, près de l'Alsace, là-bas, qui a trouvé, enfin, qui, grâce à lui, du moins, hein, les archéologues ont trouvé une cache avec des pierres gravées, un petit peu comme, comment ça s'appelle cet endroit-là au Mexique? Bon, bref, peu importe. Des pierres gravées, et j'ai vu les photos que la gendarmerie a faites, puisqu'ils me les a envoyées, de ces pierres. Enfin, c'est celte, hein. Vous voyez des soucoupes volantes, vous voyez des êtres venus d'ailleurs, vous voyez des constellations stellaires, ils montrent des directions, etc. C'est celte. Voilà. Et c'est très ancien, donc, hein. Donc les contacts ont toujours existé entre d'autres formes de vie, qui ne sont pas forcément d'ailleurs, hein, parce que sur Terre, on n'est pas les seuls, on l'a jamais été, on n'est même pas les premiers. Donc voilà, mais simplement dans toute la vie qui fourmille partout, dans toutes ces espèces, il y en a qu'on diabolise un petit peu, là aussi, parce qu'on les trouve cruelles. En réalité, elles ne le sont pas. Elles ont juste leur point de vue, et c'est OK pour eux. Et je prends toujours cette comparaison, c'est le même point de vue que nous, on a envers les vaches, les moutons, les chèvres. Ah, on les aime bien, hein, mais enfin, on les fout à l'abattoir et on s'en nourrit. C'est aucun jugement là-dessus, hein, mais je dis, voilà, c'est notre point de vue. Eux, ils ont le même point de vue vis-à-vis de nous, c'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce qu'on peut leur reprocher finalement? C'est juste une autre forme de vue, une autre forme de conscience qui demande peut-être elle aussi à évoluer, sûrement, mais c'est ni plus ni moins que notre propre trajet. Donc toutes ces espèces-là existent, celles qui ne sont pas toujours très sympathiques avec nous et qui ont été un petit peu trop à la manœuvre ces derniers siècles, millénaires, même dizaines de milliers d'années, et d'autres qui sont beaucoup plus évoluées, on va dire, sur le plan spirituel, pas que technologique, et qui, elles, vont revenir à la table lorsque nous, on sera à la hauteur. On arrêtera un petit peu d'être ignorant, on va dire. Voilà. Et ça, ce travail-là, ça va se faire très vite. Et quand ils vont voir, enfin, ils le savent déjà, mais quand ils vont voir effectivement la tendance qui va naître, croyez-moi, ça va aider, hein. Il y aura de l'aide. À ce moment-là, il y aura de l'aide. J'en suis sûr. Alors, ce ne sera peut-être pas global, hein, mais ils aideront d'une manière ou d'une autre. Puis après, plus tard, quand les hommes seront prêts, parce que tous ne le sont pas, il y aura des interactions plus étroites sûrement, parce que c'est le sens de la vie, c'est tout. Alors concrètement, pour élever notre niveau de conscience, qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire? La méditation, la prière, le yoga, ayahuasca, réciter des mantras, qu'est-ce que ça serait?
Une petite bière le soir. Non, mais le- chacun, chacun va trouver son chemin. Je veux dire, si pour toi c'est mieux de prendre après des yoshka et de faire du yoga et que tu sens que ça te fait du bien et que ça te permet de t'aligner, ben tant mieux, c'est bon, ok. Chacun va trouver son chemin là-dedans. Mais ce que je disais, c'est plus global que ça. Je ne propose pas des techniques parce qu'il y en a plein, en fait. Chacun prend ce qu'il doit prendre, mais doit être très vigilant quand même sur ce qu'il prend, hein. Moi, je pense quand même que le travail, il est solitaire. Je ne crois pas tellement au travail de groupe là-dessus. Je sais que le groupe peut amplifier certaines choses, je le sais, il y a beaucoup de gens qui font des stages de toutes sortes de choses, mais quand vous êtes dans un groupe, vous ne savez pas qui sont les autres, vous ne savez pas où ils en sont, vous ne savez pas à quel point ils sont parasités, interférés, et tout ça, vous le prenez aussi. Pour moi, ce travail est un travail solitaire, qui se fasse dans la prière, dans la méditation, dans la réflexion assis avec une bière à la main, c'est pareil. Le tout, c'est qu'il y ait une vraie réflexion, une vraie étude de soi. On commence sur des choses simples, hein. On regarde là où on déconne. Je prends un exemple idiot, parce que moi j'ai commencé par là, quand j'ai commencé ce travail il y a un certain temps déjà, mais j'ai habité la région parisienne à l'époque. Comme tous les gens qui font de la bagnole ou de la moto en région parisienne, on devient tous très cons. C'est-à-dire, la route nous appartient, ah, celui-là, pourquoi il va pas plus vite et tout. Quand j'ai pris conscience de la connerie dans laquelle je rentrais moi aussi, alors que je la reprochais aux autres, je me suis dit, bah, tu vas commencer par bosser là-dessus. Ah, et ben, c'est un début. Voilà. Donc c'est d'aller chercher tout simplement en nous de tout ce qu'on sait très bien, parce qu'on le sait, hein, qui est dissonant, et ne pas le laisser de côté en disant, mais de le mettre dans la lumière et dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Et ben, concrètement, là-dessus, je vais dire, maintenant, chaque fois que je me surprends, par exemple, pour rester sur le même exemple, engueuler quelqu'un, même si je l'engueule dans ma voiture sans rien dire, hein, je m'arrête tout de suite. Je dis stop, 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 fini. Vous faites ça 10 fois, c'est fini, hein, ça ne viendra plus. Les pensées, par exemple. Ah, les pensées, c'est comment on fait pour lutter contre des pensées indignes, parce qu'on en a tous qui nous traversent. Des pensées, on se dit, d'où ça sort un truc pareil? C'est pas moi, ça. On la chasse. Une pensée arrive qu'on ne veut pas, indigne ou pas, peu importe, on la chasse. Une fois, 2 fois, 3 fois. En général, au bout de 10 fois, ils en ont marre. Parce que c'est pas les nôtres. C'est un travail personnel. Ils vont bouffer ailleurs parce qu'ils se rendent compte que ça marche plus. C'est pas la peine d'aller continuer à l'asticoter en lui faisant penser à des choses difficiles qui vont le mettre dans un mauvais état émotionnel et que du coup on va pouvoir se nourrir de son énergie. Pourquoi je me fatigue? J'en ai un autre à côté, c'est plus simple. Ben, ils vont aller bouffer ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on fait le boulot. Mais c'est un travail personnel, hein, en soi, tout seul. Donc c'est un travail d'observation permanente, c'est d'être de dans vigilance l'ici du guerrier. et maintenant. Donc C'est- ça peut être suivre Eckhart Tolle par exemple. Alors, Dans tous l'ici ces et gens, maintenant. il y a un tas de gens qui ont écrit des choses qui peuvent aider à comprendre. Eckhart Tolle a beaucoup parlé, il n'était pas le premier en fait, mais on a beaucoup parlé de lui. Le temps présent, l'importance, ça fait partie des règles qui sont utiles. Essayez, parce que effectivement, le truc tout bête, d'ailleurs qu'il écrit, Tolle, c'est que quand on est dans le passé ou dans le futur, on n'est pas là, hein. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, qu'est-ce qu'on fout, on est où là? C'est de l'illusion tout ça. Donc être dans le présent, même quand on fait la vaisselle, c'est un exercice extrêmement intéressant. Et en tout ce qu'on fait. Même les choses les plus bêtes, les plus triviales, nettoyer les chiottes, pareil, je suis dans ce que je fais, pas ailleurs. Je chasse les pensées. C'est une manière aussi, mais effectivement, ça demande cette acuité, cet œil de faucon sur soi-même et cette intransigeance par rapport à tout ce qui peut encore interférer, mais ça, j'ai pas envie, je vais me mettre là, mais c'est là, je veux pas le voir. Non, non, faut le voir. Faut le voir. Ce sera jamais nickel, mais il arrive un moment où c'est tellement suffisant que c'est bon. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit de la nécessité d'avoir un récit collectif. Et ça me paraît vraiment important parce qu'on sait tous ce qu'on ne veut pas. Maintenant, se projeter d'une manière créative dans un futur qu'on pourrait contribuer à matérialiser, c'est moins facile. Et ça peut être très stimulant de le faire tous ensemble. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans le cadre du réseau Solaris, il y a un projet pour faire émerger un récit collectif auquel on pourrait tous contribuer? C'est issu, ça, d'une analyse du projet le jour d'après, hein, qui a amené à un moment donné à prendre. Moi, c'est ce que je disais, quand j'ai vu ça, l'absence de récit collectif, ça a fait vraiment un énorme titre. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué dans ce que j'ai lu. Je dis, mais bien sûr, quoi, c'est ça l'essentiel
c'est ça la barre du navire, tu vois, le cap, la direction. Et c'est pour ça que je parlais du concept de synoïa homogène, c'est-à-dire que générer de l'harmonie, c'est ça le cap. Quoi que je fasse dans ma vie, que je veille autant que possible à générer autour de moi de l'harmonie. Que ce soit dans mon jardin en cultivant, en m'occupant d'animaux, en travaillant au sein de la société humaine, générer ou de s'occuper de son intérieur, tu vois, aussi, de sa maison, etc. Générer de l'harmonie. Comprendre l'importance que ça a. Et ne pas hésiter à déplacer quelque chose, mais des fois ça suffit, tu vois. Bon, c'est avoir cette conscience-là. Et de le faire dans l'esprit d'une conscience connectée au reste. Ça veut dire que c'est pas juste gérer l'harmonie pour moi. C'est est-ce que ce que je fais là, c'est OK pour tout ce qui m'entoure. Si je déplace cette plante-là, d'abord, est-ce qu'elle a vraiment envie d'être déplacée? J'essaie de me connecter à ça pour savoir si oui ou non, c'est OK. Vous allez me dire, tout le monde ne le ressent pas peut-être, mais c'est une question d'exercice. Il faut écouter juste son intuition. Si l'intuition vraiment profonde et sincère dit oui, c'est que c'est oui. Et si ça dit non au fond, ne le faites pas. Et si je déplace cette plante, qu'est-ce que je fais du trou qui est à la place par rapport au reste? Est-ce qu'il y a de l'harmonie ou pas? Est-ce que j'y mets une jolie pierre? Qu'est-ce que je fais et où je vais mettre cette plante? Tout ça, c'est la conscience connective. Je travaille ma conscience connectée au reste du champ de conscience, mais dans l'idée de produire de l'harmonie. Et pas d'aller foutre la plante n'importe où ou un raton le trouve, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qui peut être le cap de demain. C'est un récit collectif pour moi, c'est une direction. Si chacun intègre ce concept en se disant ouais, c'est ça que je veux faire, chacun à sa sauce, avec les différences culturelles, avec tout ça, ça peut être très riche. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Liliane, mais par rapport à ce que dit Frédéric par rapport au jour d'après. C'est ce qui m'a énormément touchée, c'est de réaliser que chaque personne de toutes les cellules qui travaillait sur qu'est-ce que je veux demain, j'ai réalisé que toutes ces personnes, en faisant ce travail de nettoyage intérieur, de vraiment essayer de trouver la phrase, avaient installé dans l'énergie universelle, dans le monde entier, à chaque fois cette phrase. Il faut savoir que tout ce que nous pensons, on l'installe. Donc là, de voir que toutes ces cellules ont travaillé pendant des mois ensemble, en réfléchissant le soir chez eux, chacun, ils avaient installé. Et pour moi, c'est déjà énorme. Tu vois, donc c'est la même chose. C'est de chercher qu'est-ce que l'on veut dans ce monde, y réfléchir, mais on installe la chose. Donc voilà, c'est ça que je voulais. C'est une descente de l'esprit dans la matière, c'est ça. Hein. Le projet donc existe, pour te répondre. Ce que j'ai compris maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu et que j'ai lu aussi ce que les IA en disaient, parce que j'ai regardé les analyses qui ont été faites, c'est qu'on allait pouvoir véritablement dégager une feuille de route, réellement, de tout ça. Assez détaillée d'ailleurs. Hein. Donc le travail n'est pas fini. Il est encore conséquent, il demande du temps, de la réflexion. C'est pas les IA qui vont décider. Hein, elles nous aident simplement à avancer sur certaines choses, du temps, de la réflexion. L'idée de dégager. Je suis allé très loin, j'ai poussé le truc. On peut même dégager une constitution, ce qu'on veut, tu vois. Ça peut aller vraiment loin. Mais chaque chose en son temps. Si on dégage une constitution, elle devra englober également d'autres aspects qui ne font pas partie du projet aujourd'hui, mais qui ne sont pas évitables. La constitution française, d'ailleurs existante, elle est scalée, elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Et il y a des choses à récupérer là-dedans aussi. Donc ça n'a pas été fait parce que ce n'était pas l'objectif du jour d'après. Mais oui, donc il va y avoir un rebond là-dessus, il va y avoir une feuille de route, et puis au-delà de ça, il y a des projets qui vont s'installer. Je parlais des centres auxquels on pense. Alors j'ai donné un nom à ça qui est l'Université du Vivant, je l'appelais comme ça. Et ces centres d'Université du Vivant, j'espère qu'il y en aura beaucoup, mais en tout cas on va essayer d'en faire au moins un déjà pour commencer, et peut-être dans les Alpes, on va voir. Et il sera peut-être une collaboration franco-suisse d'ailleurs. Mais enfin, toutes les bonnes volontés et les compétences seront les bienvenues. Bah, si on arrive à lancer ça, on est dans le concret direct. Et on part bien du projet initial, tu vois. Donc oui, c'est du concret tout ça.
Alors, ce serait difficile de créer un tel centre aujourd'hui parce que le monde nous en empêche. Enfin, le système, l'organisation sociétale, elle nous bride suffisamment et elle ne verra pas ça d'un bon oeil, crois-moi. Mais quand on va libérer le truc, et ça c'est la transition qui est en route, on va tout libérer. Partir là. Parce que partout, hein, il faut aussi de l'argent. Je ne sais pas ce que sera le monde de demain. Je ne pense pas qu'il soit sans argent tout de suite. Hein, j'y crois pas. Mais l'argent peut lui donner une toute autre valeur. Ce n'est qu'une énergie. Hein. C'est ce qu'on en fait. Et je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de gens dans la finance qui ne veulent plus du tout foutre de l'argent dans les actions. Ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent que ça ait du sens. Donc je crois que tout sera là. La volonté, l'argent, plus de bridage, plus personne ne peut nous en empêcher. Ça peut aller très vite. Mais je ne peux pas vous dire quand. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les années qui arrivent, les 2 années qui arrivent, hein, je n'ai pas la peine d'aller plus loin, vont être absolument déterminantes pour tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et la seule inconnue, c'est ce dont j'ai vaguement vite parlé pour ne pas être oxygène sur ce sujet, c'est l'aspect possible de la géophysique de la Terre. C'est des choses que je regarde depuis longtemps, hein, l'aspect sismique, volcanique, géomagnétique. Il va se passer des choses, évidemment, là, et ça va redessiner un petit peu la carte de la Terre, mais ça ne veut pas dire que c'est un anéantissement, ça l'a d'ailleurs jamais été. Simplement, ça va rabattre des cartes et ça va probablement supprimer et dégager tout ce qui ne peut relever de l'harmonie nécessaire à venir. Et il y aura moins de travail pour enlever ce qui reste. Voilà, c'est ce que je crois. Donc, mais ça, c'est une inconnue. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Personne ne peut dire qu'il en a une. Donc, ce n'est pas nous qui décidons ça. Est-ce que vous collaborez avec des choses des centres qui existent déjà? Parce que quand vous avez parlé de l'université du vivant, j'ai tout de suite associé avec À ciel ouvert, qui font quelque chose, qui font beaucoup de séminaires et beaucoup de choses qui vont aussi vers un nouveau monde très spirituel. Et donc ma question, c'est est-ce que vous collaborez avec d'autres initiatives ou d'autres choses qui existent déjà? Non, parce que il y a plein de choses superbes qui existent déjà, j'en suis sûr. J'ai pas le temps de les explorer. Moi, je suis mes idées. Je vois qui a envie de travailler là-dessus ou pas. J'ai plein de gens autour de moi fabuleux qui sont force de proposition, d'idées, d'intelligence. Je travaille avec ça. Si l'Université du Vivant existe avec un tas d'autres choses, un tas d'autres initiatives autour, c'est très bien. La diversité, c'est encore mieux. S'ils ont envie de rejoindre le truc et qu'on voit ce qu'on peut mettre en synergie le moment venu, pourquoi pas aussi? Tout est ouvert. Mais l'idée de... J'ai remarqué par mon expérience que vouloir regarder tout ce qui se fait partout, d'abord prend un temps de dingue. Si on commence à parler avec les gens, forcément, ils vont tous vouloir vous convaincre. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? On a dilapidé sa créativité propre. On essaie de voir comment on peut s'adapter, on commence à faire des compromis, on ne fait plus rien en fait. Donc moi, je préfère suivre mes idées, mes envies. Et ceux qui ont envie de les suivre ou qui ont envie de proposer des choses qu'on intègre, qui sont géniales, on les intègre. C'est une intelligence collective à l'œuvre. C'est pas parce que je dis je trouvais ce nom et que je propose ça que c'est encore une fois moi qui l'ai fait. Non, ce sera une intelligence collective à l'œuvre. Et la rejoindra qui voudra. Et si d'autres ne veulent pas la rejoindre, ils veulent continuer sur ce qu'ils ont déjà fait ou ce qu'ils sont en train de faire, c'est super, tant mieux. Plus on est avec la diversité qui va, plus on apportera finalement de connaissances diverses et de manière différente. Donc c'est très très bien. Je suis convaincu qu'il y a un tas de gens dans le monde, hein, d'ailleurs je rencontre, qui ont un tas d'idées, un tas d'idées. Si je devais tous les écouter, tous lire les projets qu'ils m'envoient, mais je ne sais même pas comment je ferais. Il faudrait que je sois multiplié par 100 et j'y arriverais pas. Et je ferais quoi, moi? Et c'est une richesse, la complémentarité, la diversité. Hein. C'est tout le contraire du monde qu'on veut nous imposer. Hein. Un monde aseptisé, mondialiste, avec les mêmes règles, tout le monde au même rang et dans un même courant de pensée, c'est la mort de la vie. Nous, tout sera décentralisé et tout tiendra compte localement des aspects locaux, des cultures locales. C'est cette diversité extraordinaire dans une fraternité retrouvée qui va être un ferment d'intelligence, de vie, de création absolument énorme. Ce qui n'est pas possible encore aujourd'hui, c'est ce que je disais, mais ça va se faire. Ça émerge littéralement de partout. C'est comme si ça pousse, à un moment donné, le plafond il pète. Simplement, à un moment donné, il faut commencer quelque chose d'une certaine manière pour donner un axe
et que les autres qui n'ont pas encore assez peut-être la foi là-dedans, la trouvent par la valeur de l'exemple. C'est ce que je pense qu'on va essayer de faire en France. Sans prétention, sans ambition particulière, mais si on arrive à le faire, je suis sûr qu'on va déclencher un truc qui va partir partout. J'en suis persuadé, voilà. Et encore une fois, toute l'humanité à venir va apporter sa créativité débridée à tout ce qui va se passer. Voilà. Mais il faut un récit collectif qui puisse rassembler tout le monde, réellement, pour qu'on y arrive.